Bienvenue à toutes et à tous dans ce cinquième épisode du podcast Géopod. Je m'appelle Mehdi et je suis toujours avec Hafsa. Bonjour Hafsa, comment ça va? Ça va, bonjour. Bonjour tout le monde. Très bien. Alors pour rappel, voilà, donc dans ce podcast hebdomadaire, on enregistre soit le vendredi soir ou le samedi matin et c'est diffusé le samedi. Euh, Pendant une heure, environ une heure, on va aborder les sujets d'actualité qui nous paraissent les plus importants. Et on va commencer donc généralement on commence par un sujet que Hafsa va aborder, un sujet que je vais aborder moi un petit peu dans le fond pendant une vingtaine de minutes, et puis ensuite on fait un parcours rapide des autres news. Mais aujourd'hui, on va plutôt consacrer pas mal de temps à un sujet important dont on va parler ensemble, mais c'est surtout Hafsa qui a l'expertise sur ce sujet, euh, qui est l'assassinat de Jamel Ben Smaïn. Donc, c'était en août 2021, c'était le 11 août 2021. Alors, pour rappel, donc Jamel Ben Smaïn, alors c'était à une époque où il y avait des forts incendies en Kabylie, je pense que tout le monde s'en souviendra. Et donc, Jamel Ben Smaïn, qui vivait, alors rappelle-moi, Hafsa, il vivait dans quelle wilaya, lui? Aïn Dfla. À Ain Dfla, c'est à peu près à combien de kilomètres de De 250 peut-être de la Kabylie, 250. 250, voilà. Donc, il a décidé de son propre chef d'aller donner un coup de main aux gens qui faisaient face, enfin, qui combattaient ces feux-là, des feux ravageurs. Donc, c'était en Kabylie. Voilà, donc lui, voilà, il n'est pas kabyle. De toute façon, bon, ça ne devrait pas être important. On est algérien, et puis c'est tout. Et puis même au-delà d'algérien, même si ça passait dans un autre pays, on aurait envie d'aller aider. Et donc, il est allé de son propre chef, avec sa propre voiture. Il a fait donc les 250 kilomètres. Et une fois arrivé sur place, en fait, il a rapidement été accusé d'avoir en fait déclenché des feux, n'est-ce pas, Hafsa? C'est cela, oui, voilà. On l'a accusé de pyromanie. Voilà, de pyromanie. Et du coup, en fait, il était allé, si je me souviens bien, il était allé tout seul voir la police, pour clarifier les choses. Mais là, en fait, comment dire, un groupe d'individus assez large, semble-t-il, est allé le chercher au niveau du poste de police. Et puis, ils l'ont lynché dans des circonstances assez atroces. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire de plus, Hafsa, sur ce tragique événement qu'on commémore donc en fait cette semaine? Il y a beaucoup de choses à dire d'ailleurs. Je tiens à préciser déjà que c'était plus ou moins ton idée d'en parler parce que je me suis dit, bon, moi j'en ai longuement parlé déjà dans mon premier bouquin et puis j'en reparle régulièrement sur la page que je consacre donc à la question du berbérisme. Mais c'est vrai que cette semaine, elle est riche en événements relatifs non seulement à la mort de Jamel Besmaïl, mais au berbérisme en général et donc on ne pouvait pas ne pas en parler. Donc, la question de Jamel Ben Smail, c'est, comme tu l'as dit, c'est l'histoire d'un jeune homme qui était très impliqué dans des œuvres caritatives, etc. Donc, dès qu'il a appris pour les incendies en Kabylie, il a décidé d'aller, puis user un peu de sa plateforme parce qu'il était très présent sur les réseaux sociaux pour soulever un élan de solidarité. Et arrivé là-bas, on l'a accusé donc d'avoir été un des éléments déclencheurs de ces incendies qui ont été dévastateurs. Donc la colère et la souffrance en Kabylie est incontestable et compréhensible, bien sûr, mais bien ne justifie le lynchage qui était d'une brutalité extraordinaire. Et ce qu'on retient en fait, et ce qui est très triste, c'est que si ça s'était limité à une réaction un peu épidermique par rapport à cette tragédie. On ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas la justifier, bien sûr, mais on peut peut-être la comprendre. Mais ce qu'on retient quand on voit toutes les images, et elles sont très, 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 très nombreuses parce que ça a été une foule immense et tout le monde avait des téléphones portables, c'est le caractère raciste de cet assassinat. C'est-à-dire que, en fait, on l'a visé lui parce qu'il était étranger à l'Erba'a où s'est produit donc le lynchage et à la Kabylie. Et on en a déduit que le fait d'être d'une wilaya
étrangère à la Kabylie en faisait automatiquement le coupable. Et d'ailleurs, l'un de ces assassins a fait une vidéo le soir même où il assumait parfaitement son crime, en disant oui, oui, on l'a tué, on a trouvé sa carte. Et en effet, voilà, sa voiture était immatriculée 44 de Ain Defla. Donc vous voyez bien qu'on ne s'est pas trompé. Donc la preuve de sa culpabilité était justement le fait qu'il n'était pas de la région et donc la brutalité, les paroles, les slogans racistes, les Arabes, les animaux, on lui a craché dessus, on criait Imaziren, etc. Et quand tout a été fini et qu'on a brûlé sa dépouille, on a donc déposé le drapeau berbère à côté, pas dessus pour couvrir dans un geste de dignité, un dernier geste peut-être, non, à côté, c'est-à-dire c'était revendicatif. Et pourquoi c'est très important et je trouve pourquoi aussi c'est triste, 4 ans plus tard, bon, les coupables ont été enfin appréhendés. Ça a pris peut-être une semaine, alors qu'ils ont été filmés, reconnus, hein. Mais ça a tout de même pris au service de police plus d'une semaine pour les attraper. Et en particulier parce que c'est un élan citoyen qui a fait un travail d'investigation formidable. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont pris en photo, qui ont fait des screenshots et qui ont retrouvé via les réseaux sociaux des coupables, les personnes et qui ont commencé à diffuser cela. Donc vraiment, ils ont fait le travail de la police en fin de compte. Et pour le parallèle, parce que je trouve qu'il est important, 4 ans plus tard, donc cette année, l'historien Mohamed Belrith a été arrêté pour une interview qu'il a accordée donc à un média émirati. Le soir même, il a été interpellé chez lui. Le soir même, on est venu l'arrêter, le ligoter et l'emmener en prison. Et en attente du procès, alors même que c'était pour des propos, on ne lui a même pas accordé, on ne l'a même pas toléré qu'il soit libéré en attente du procès. Et il a dû donc, il est resté donc en prison jusqu'à sa condamnation pour 5 ans. Donc lui a été interpellé le soir même et on a attendu plus d'une semaine pour interpeller les assassins de Jamal Ben Smail. Et ce qui me retient moi mon attention, c'est que 4 ans plus tard, on n'a pas eu cette conversation franche, douloureuse, difficile, mais nécessaire concernant ce crime. Les assassins ont été interpellés et condamnés, ça c'est une très bonne chose, bien évidemment. C'est un crime qui a véritablement retourné l'Algérie, mais les motifs et et le, et ce qui a poussé des jeunes Algériens comme Jamel, en fait, c'était ses équivalents, c'était des gens qu'il fréquentait, qu'il aurait fréquenté, avec qui il serait parti à la plage et qui aurait fait. C'était les mêmes jeunes qui l'ont choisi et qui l'ont torturé pendant très longtemps avec une hargne et un racine très particulier. Et cette conversation aurait dû avoir lieu, on aurait dû pouvoir en discuter, comprendre les origines de ce crime pour justement éviter qu'il y ait d'autres crimes similaires et pour éviter ce climat délétère qui reste, qui demeure en Algérie et qui reste et qui est pesant et qui a mené justement à la condamnation de Belrith, à cette espèce de climat très pesant aujourd'hui qui fait qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas du tout aborder et qui mène à des frustrations et d'un côté et de l'autre. Donc, ce tragique événement, bien que j'en ai très souvent parlé, j'en ai même parlé aussi avec toi la première fois qu'on a fait un podcast concernant mon livre, je trouve que, en fait, il a véritablement secoué le pays, mais on aurait pu en sortir quelque chose. C'est difficile de dire qu'on peut sortir quelque chose de positif d'un événement aussi atroce, mais ça aurait pu être le point important de crever l'abcès pour éviter qu'il y ait d'autres événements pareils. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et justement, on continue dans ce climat à faire l'autruche, à faire semblant qu'on ne se rend pas compte qu'il y a un racisme sous-jacent au sein d'une certaine frange de la société algérienne qui mène aussi à certainement des réactions tout aussi racistes et qui fait que on va quand même dans un chemin assez tendu. On n'est pas en train de construire une cohésion nationale sereine juste pour le bien du pays. Et voilà, donc c'est véritablement cela par rapport au sujet de Jamal Bismail. Mais comme je l'ai dit, cette semaine a été riche en événements parce que il y a eu donc le magazine de droite Le Point qui a décidé de consacrer tout un reportage sur la Kabylie
intitulé donc la Kabylie, un peuple debout. Et, bien- et c'est marrant parce que là, je pense, bizarrement, ça fait le consensus en Algérie, puisqu'ils ont choisi Kamel Daoud parmi les journalistes pour faire un portrait dithyrambique de la Kabylie et de se prétendre désormais kabyle, parce que visiblement, il a envie de se refaire un peu une virginité par rapport aux scandales qui ont secoué sa carrière. Donc maintenant, il veut se présenter comme le Kabyle de circonstance qui a toujours été attaché à son amazirité, etc., histoire de se rallier les réseaux sociaux kabyles qui sont très, très actifs, ça c'est un fait. Et donc, c'est un reportage qui est truffé de bêtises, truffé aussi d'incohérences. On a l'impression qu'il a été écrit dans les années 80. On parle encore de Kabyles qui n'ont pas le droit de parler leur langue, qui n'ont pas le droit de s'exprimer, la Kabylie qui est persécutée, etc. Je veux dire, c'est truffé de clichés. Je pense que ça fait consensus en ce sens que beaucoup de gens ont critiqué ce reportage. Et ça démontre, et d'ailleurs, je l'ai écrit sur ma page, j'ai remercié chaleureusement Le Point d'avoir fait ce reportage et donc confirmer point par point tout ce que j'ai écrit en 2021 dans Berbère de Sion et que j'articule depuis dans mes nombreuses interventions. Donc on voit encore une fois, et c'est confirmé non seulement par ce reportage, mais aussi par le tabou autour de la mort de Jamel Besmaïn, qu'il y a un problème du berbérisme, que l'on n'en parle jamais, et aussi, bien évidemment, que c'est la France qui tire les ficelles. Et je précise aussi que ce reportage qui sort au mois d'août, qui sort la semaine de la mort de Jamel Besmerine, qui parle en détail de la Kabylie, en commençant la conquête arabe et Hérodote, en passant par justement cette semaine, ils n'ont quand même pas fait mention, ils n'ont pas mentionné une seule fois la mort de Jamel Besmerine, qui a autant affecté bien sûr toute l'Algérie que la Kabylie, surtout puisque ça s'est produit en Kabylie. Voilà. Oui, oui, alors il y a beaucoup de choses. On va essayer d'aller doucement pour que les gens comprennent bien les points un par un. Alors oui, crever l'abcès, oui, de toute façon, enfin, ce qu'on n'admet pas, nous, Algériens, c'est qu'on est un peuple traumatisé, hein. On a été traumatisé par 132 ans de colonisation brutale. Alors 132 ans, donc la France, elle a eu 5 générations quand même, un peu plus que cinq générations pour traumatiser et soumettre les Algériens et les casser complètement au niveau de l'identité notamment, hein. Comme il disait, comme disaient les colons états-uniens, il faut tuer l'Indien à l'intérieur des Indiens. Il faut Exact. tuer l'Indien à l'intérieur. Et quand on tue l'Indien à l'intérieur, c'est bon. En fait, on est On a tranquille. réussi. Il va jamais se soulever. Voilà. Il va jamais se soulever. Ça va être un bon toutou. Et donc voilà, la France a fait la même chose, c'est-à-dire elle a tué l'Algérien et l'Algérienne à l'intérieur des Algériens. Et voilà, bah, nous, on est là justement pour attaquer les abcès, hein. On va pas faire comme Le Point qui justement Ouais. fait un travail de propagande. Alors tu fais bien de souligner le parallèle avec la France, on va y arriver. Ben, en fait, moi, ce qui me paraît quand même important, c'est de souligner le côté hautement symbolique, parce qu'on a ici donc Jamel Ben Smaïn en fait, qui était un Algérien modèle, puis on pourrait même dire un humain modèle, parce que quand même, c'est quelqu'un qui s'est déplacé, il a fait 250 kilomètres à ses frais, enfin, personne ne lui a demandé de faire ça, de son propre chef, pour aller dans une région quand même extrêmement dangereuse, parce qu'il y avait des feux ravageurs, donc il a risqué sa vie quand même, hein. Tout ça pour aider les locaux à combattre ce feu-là. Hein, d'accord? Donc là, on a quand même un Algérien, c'est pas n'importe qui quand même, c'est un Algérien modèle, un humain modèle, hein, de manière générale. Et en face, ce qu'il a reçu, c'est de la haine pure, juste du fait qu'il n'était pas kabyle. Hein, d'accord? Hein, juste du fait qu'il n'était pas kabyle, qu'il était vu comme un étranger. Hein. Donc voilà, donc effectivement, en fait, il y avait aucun indice qui suggérait qu'il était l'auteur des feux, hein. Mis à part donc le fait que sa plaque d'immatriculation montre qu'il résidait pas en Kabylie, hein, d'accord, donc voilà. Bon, il a été interpellé par la police. Il y a eu, apparemment, on l'aurait signalé, donc les policiers l'ont arrêté juste pour l'interroger. Oui, Et donc, par la suite, il a été emmené dans le fourgon et c'est là où ça s'est produit. Mais ça a débuté à partir d'une rumeur, comme tu le dis parfaitement, du fait qu'il était de Ain de Fla.
Voilà. Donc on a ici un humain modèle, hein, un citoyen algérien modèle qui, justement, lui, n'était pas touché par euh, cet endoctrinement de la France qui cherchait Exact. constamment à diviser les Algériens, n'est-ce pas? Hein, lui, il n'était pas rentré dans ce schéma-là. C'est pour ça que voilà, enfin, il est allé aider des Algériens en très grande difficulté, en très grand danger, hein, d'accord? Et en face, et ben en fait, il s'est retrouvé avec le camp inverse, c'est-à-dire le camp qui, lui, a totalement intégré l'endoctrinement de la France qui consistait à diviser l'Algérien en leur disant, bon, voilà, vous, vous êtes des Kabyles, les autres, c'est des Arabes, et c'est vos pires ennemis. Hein, voilà, vos pires ennemis, c'est pas nous, la France, qui avons envahi votre pays de manière brutale, qui vous ont soumis au régime de l'indigénat, donc vous êtes même plus chez vous, hein. Et c'est plutôt les gens avec lesquels vous vivez depuis des siècles, voire plus de 1000 ans en paix, d'accord? Hein, tout à coup, c'est eux votre ennemi. Hein. Donc, au niveau symbolique, c'est quand même très important et ça montre que c'est berbériste, en fait. Hein. Alors, berbériste, je précise parce que je crois qu'il y a des gens qui ont du mal avec le vocabulaire. Berbériste, ça ne veut pas dire berbère, ça ne veut pas dire kabyle. Hein. Les Oui. berbéristes, voilà, les berbéristes sont des gens qui sont victimes, on pourrait dire, d'une idéologie raciste, hein, d'une idéologie raciste produite par la France, comme tu l'as très bien démontré dans ton ouvrage Berbère de Sion, que les gens devraient lire, il est derrière toi, on le voit bien. Et, euh, et donc, voilà, le berbérisme, c'est une idéologie. Hein, on n'est pas en train de désigner un groupe ethnique ou quoi. Moi-même, je suis kabyle, donc voilà, je ne vais pas dire des choses sur les Kabyles qui ne sont pas vraies. Je connais Et la Kamel Kabylie. Daoud n'est pas kabyle et berbériste. Donc voilà. Exactement, voilà, il y a des Et Kamel Daoud berbéristes est de ma ville d'ailleurs. qui sont pas kabyles. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est une idéologie, c'est une idéologie toxique et mortifère. La preuve, hein, d'accord, avec ce terrible assassinat. Et voilà, donc le pauvre Jamel Ben Smaïl, il s'est retrouvé avec des gens comme ça en face de lui. Et voilà, ça n'a pas raté. Hein, malheureusement, ça n'a pas raté. Voilà, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont projeté sur lui, parce que je dirais, j'ai envie de dire, en essayant d'analyser ça d'un point de vue psychologique, j'ai envie de dire que ces gens-là, ces berbéristes, ils avaient une double raison de s'en prendre à lui. Déjà, il n'était pas kabyle et les berbéristes, l'idéologie berbériste, en fait, elle constitue à haïr l'Algérie et les Algériens. Hein, c'est ce qu'on entend tout le temps les berbéristes dire. Hein, et tout le temps, ils sont en train de critiquer l'Algérie. Alors, souvent, ils parlent du régime algérien, ils critiquent le régime algérien, mais en réalité, des fois, Ça c'est flou. ils font un glissement aussi au niveau du vocabulaire. Ils disent l'Algérie, tout simplement. Hein, leur ennemi, c'est l'Algérie. Et quand ils parlent d'Algériens, eux, ils veulent dire les Arabes, entre guillemets, les Arabes, ce qui est ridicule, hein, de séparer Kabyle et Arabes, en réalité, c'est ridicule. Mais voilà, c'est une idéologie raciste, mortifère. Et donc voilà, donc ces berbéristes-là, ils voyaient Jamel Ben Smaïn comme un étranger et l'objet de leur haine tel que la France leur a appris. Hein. Mais en plus, il me semble, le fait que cet individu qui cristallise les caractéristiques de l'objet de leur haine, hein, donc c'est pas un Kabyle, c'est un Algérien et il n'est pas Kabyle, en plus de ça, il a osé venir leur donner un coup de main, hein, pour combattre des feux. Donc en fait, c'est un bon Algérien, alors que le berbérisme, il dit les Algériens, c'est des monstres. Hein, les Arabes, en réalité, les Arabes, mais ils disent les Algériens, voilà, l'Algérie, les Algériens, bon, ils mélangent tout ça, mais pour eux, les Arabes, c'est des monstres. Hein, d'accord? Donc, en fait, là, ils voient un type qui ne correspond pas au schéma qu'ils ont toujours cru de toute leur vie. Là, c'est un choc mental. Hein. Donc là, c'est une dissonance cognitive. Hein. Donc c'est la dissonance cognitive, pour rappeler ce que c'est un inconfort, c'est un très fort inconfort psychique dû au fait d'avoir deux idées opposées en même temps dans son esprit. Hein. Donc si vous avez une conviction profonde et puis tout à coup vous voyez quelque chose qui contredit fortement cette conviction profonde, eh ben, ça va vous mettre très mal à l'aise. Hein. Généralement, les gens, en tout cas qui n'ont pas beaucoup de maturité, pour résoudre ce conflit, hein, plutôt que de se poser puis d'analyser les choses rationnellement et éventuellement de remettre en question leurs croyances qui sont peut-être hyper fausses, non, en fait, ils vont rejeter la réalité, hein, ils vont essayer de remodeler la réalité
en fonction de leurs croyances internes, croyances mortifères dans le cas des berbéristes, hein. Encore une fois, c'est des racistes, leur idéologie elle est basée sur la haine. Donc, ce qu'ils ont fait, ces berbéristes, voilà, ils voyaient débarquer un arabe, entre guillemets, et en plus un bon arabe, d'accord, qui était venu les aider, eux, en moment de très grandes difficultés. Là, c'était intolérable, insoutenable. Donc, je pense que c'est ce qu'il y a. C'est ce qui s'est traduit en un acte de barbarie. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je mettrai le lien ici pour les personnes. On en a parlé quand je t'ai interviewé la première fois. Voilà, tu as expliqué tout ça dans le détail. Donc voilà, on ne va pas revenir là-dessus. C'est assez atroce, hein. Il faut savoir que c'est assez atroce. C'est atroce, d'autant que comme il y avait une très grande foule et qu'on est à l'ère des téléphones portables, il y a des milliers de vidéos qui circulent. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que premier temps, j'en avais vu quelques-unes et j'avais pas pu. Et ensuite, je me suis un peu imposé cela par rapport à mon travail. Je voulais savoir véritablement, parce qu'on comprend un peu la nature du crime quand on voit la hargne. Et puis, franchement, tous les ans, il y en a toujours de nouvelles. Et donc, et je me rends compte que son supplice, enfin, je le savais déjà, mais son supplice a duré plusieurs heures. C'est-à-dire que l'image qu'on retient, c'est il était dans le fourgon, il avait le visage un peu tuméfié, on avait quelques cocards, et on le sort, et ben on le tue. Non, 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 ça a été très, très long. On lui a fait se boire de l'essence, on l'a tabassé, on lui a fracassé la tête avec une pelle, ensuite on lui a sauté sur son dos, il y a une vidéo, on entend son dos craquer. Je veux dire ça, on a après traîné sa dépouille, et il y en a des milliers comme ça. Donc, je me mets véritablement aussi à la place de la famille parce que tôt ou tard, ils retombent sur des images comme celle-là et elles sont véritablement insupportables. Et ce que retient mon attention, c'est que je me dis, mais bon, c'est vrai que les jeunes et l'effet de foule, l'effet de meute, on le connaît, c'est pas propre à ce jour-là, ça existe dans des différents scénarios similaires. Mais à un moment donné, je me dis, il n'y a pas eu un vieux, un sage, quelqu'un qui aurait pu venir dire, non, le shaitan, arrêtez, ça suffit. Bon, non, non. Il y avait comme une surenchère de la violence et de la haine. Et ça, et quand on voit les images, c'est assez effrayant en fait. Mais si je peux me permettre, je veux revenir sur. Enfin, c'est un peu long ce que je dois raconter là, mais quand tu parles de dissonance, ça m'a rappelé. J'avais fait un reportage il y a très longtemps, hein, je crois que c'était en 2016, oui, 2016, c'était sur les haragas. 2017, je sais plus, 2017, je sais plus, j'ai un peu perdu la notion du temps. C'est des haragas qui partaient de Mostaganem. Et j'avais interviewé deux qui avaient renoncé à partir. Ils avaient réuni de l'argent, ils avaient renoncé à partir et avec l'argent, ils avaient ouvert un petit commerce. Bon, ok, une histoire. Sur ce jeu, 3, 4 ans, 5 ans après, j'écris le livre et je reçois des messages sur Facebook, quelqu'un qui essaie de me contacter. Comme j'ai reçu une pluie de messages et elles étaient très, très. C'était pas du tout sympathique, donc j'ai pas du tout ouvert. Mais il revient, il m'envoie un message, le titre c'est Mostaganem 2017, enfin, un reportage, quelque chose comme ça. Donc j'ai ouvert et c'était l'un des deux jeunes hommes que j'avais interviewé. Et alors, l'histoire, elle est assez intéressante parce qu'en fait, c'était quoi? Au détail, moi, je le savais a priori. Lui était de Kabylie, il était arrivé à Mostaganem, il devait partir. La première fois, le bateau est tombé en panne. Donc, le jeune homme qui était avec lui a dit, bon, écoute, viens dormir à la maison. Le second jour, le passeur a refusé parce qu'il n'y avait pas assez de personnes. Le troisième jour, il y avait un orage, donc ils n'ont pas pu partir. Puis au troisième jour, la mère leur dit, bon, écoutez, ça c'est un signe des dieux, ne partez plus, etc. Et ils sont devenus très bons copains. Ils ont réuni leur argent, ils ont fait un petit commerce et voilà. Et donc, ils me contactent, en fait, compte. Moi, je savais pas, moi, tout ce que je savais, c'est qu'il était de Kabylie et ça s'est passé à Mostaganem. Bon, c'est un détail. Mais il s'avère qu'il était de l'Arba'a Nathiratan. Et quand il est arrivé à Mostaganem, son père m'a dit, mon père, quand j'ai lu votre livre, je me suis rendu compte de ce que vous avez dit. Mon père, il a su que je partais à Mostaganem, j'avais l'impression que je partais en terrain ennemi. Il me disait, attention, c'est des monstres, ils te détestent, il faut pas aller là-bas, et nanani, nanana, et c'est des Arabes, et ils nous haïssent, etc. Il me dit, bon, j'arrive là-bas, le type qui me connaît ni d'Adam ni d'Ève, il me propose de venir chez lui, la famille m'accueille, je deviens amie avec eux, finalement, je me suis installée. Et la dissonance qui est fascinante, c'est que il s'est rendu compte que son père l'a complètement formaté, mais malgré cela, quand il rentre en Kabylie un week-end sur deux ou tous les mois ou je ne sais rien, il est obligé de jouer le jeu.
Il me dit, ouais, quand j'arrive là-bas, je dis à mon père, oui, la Arvan, nanani, c'est horrible et tout. Il me dit, et quand je retourne là-bas, je suis très bien, je suis très content. Bon, il y a les problèmes du quotidien comme partout, mais c'est tout à fait normal. Mais mon père est tellement formaté, j'ai compris d'après son âge il était jeune, donc c'est véritablement la génération du printemps berbère. Il est tellement formaté et que j'ose pas le contredire. Je lui dis, oui, oui, tu as raison, voilà, ils sont méchants, ils sont racistes. Et donc, il est dans un scénario tout à fait schizophrène. Et il me dit, je suis obligée de le gérer comme ça pour ménager le chou et la chèvre. Et c'est véritablement, c'est triste de savoir à quel point il y a un formatage malsain qui s'est fait avec une certaine génération qui a été véritablement et profondément endoctrinée par cette idéologie. Oui, oui, donc c'est pour ça, enfin, j'utilise le terme endoctrinement Bon escient, oui. Oui. exprès. Voilà, exprès, parce que c'est exactement de ça qu'il s'agit. Et donc voilà, donc ça c'est le premier élément dont je voulais parler, c'est le côté hautement symbolique de cette affaire à plusieurs titres, hein. Donc là, voilà, on en a parlé. Il y a aussi un deuxième aspect enfin, tu parlais tout à l'heure que ces gens-là qui ont lynché Jamal Ben Smaïn, en fait, ils se sont pris en photo, ils ont fait des vidéos, etc. Voilà, sans honte, sans peur de répercussions judiciaires ou quoi. C'est pour montrer à quel point il se sentait justifié dans ce qu'il faisait, hein. Voilà, c'est l'endoctrinement, l'endoctrinement. Et en fait, on ne peut pas, surtout aujourd'hui, depuis le 7 octobre, en tout cas, on ne peut pas manquer de faire le parallèle avec ce que font les soldats israéliens. C'est exactement ce qu'ils font. Et le sionisme, c'est une idéologie très proche du berbérisme, comme tu l'as souligné déjà dans tes ouvrages. Parce que c'est basé sur la haine, hein. Donc les sionistes, ils ont la haine des Palestiniens, ils considèrent les Palestiniens comme des monstres, hein, y compris les enfants, et donc ils projettent constamment leur haine sur les Palestiniens, et c'est exactement la même chose avec les berbéristes vis-à-vis des Arabes, entre guillemets. Je mets entre guillemets parce que c'est débile de parler de séparer la société algérienne en kabyle et en arabe, on est tous des Mais, arabo-berbères, mais, c'est tout. Mm. mais je tiens juste à dire qu'en fait, quand je parle de sionisme par rapport à l'idéologie berbériste, c'était surtout, quand je l'écris, c'était surtout par rapport à la méthodologie qu'ont adopté les berbéristes, qui est exactement calquée sur le sionisme, c'est-à-dire taire le débat, s'assurer qu'on n'en discute jamais, parce que quand on discute, on crève l'abcès et on met à nu ses défaillances. L'intimidation, donc dans le sionisme, c'est de crier à l'antisémitisme. Dans le berbérisme, c'est de crier à l'anti-berbère et au racisme, à l'anticabilisme. Et l'intimidation et la victimisation. On est constamment marginalisé, on n'a rien, on est truc. Et donc là, le parallèle aussi est important parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu de l'antisémitisme en Europe, incontestablement, très important, qui a culminé donc avec ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale. Mais depuis, les Juifs constituent une frange de la population privilégiée, omniprésente dans toutes les sphères de l'État. Je parle en Occident, évidemment. Euh, et c'est tout à fait naturel, il n'y a aucun mal à cela, bien sûr, mais c'est de constamment se présenter comme victime, comme marginalisé pour justifier l'idéologie, pour aussi créer ce climat, parce que c'est ce qu'on remarque aussi. On a toujours l'impression, dans le cadre du sionisme, que les Juifs sont tous d'une intelligence extraordinaire, etc. Ah, c'est faux. Dans les Juifs, il y a des gens très intelligents, bien sûr, et il y a des gens qui le sont beaucoup moins. Et donc, on formate un peu les gens qui sont beaucoup moins intelligents pour leur dire, vous voyez, tout le monde vous déteste, vous êtes persécutés, il faut venir en Israël, il faut venir peupler parce que vous êtes persécutés en France, en Angleterre, etc. On va exagérer les moindres faits, on va créer des incidents antisémites, même quand ils n'ont jamais lieu, pour justement s'attirer cette frange, je dirais la couche la moins intelligente, mais qui va faire former le bataillon du sionisme, le bataillon du sionisme. Et avec le kabylo-berbérisme, pour être peut-être plus précis, on maintient la population kabyle, les jeunes qui ne sortent pas trop de Kabylie, on les envoie dès que vous sortez de la Kabylie ou à la limite de l'Algérois, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de Kabyles à Alger, tout le monde vous déteste, les gens ne vous aiment pas, les gens ont la haine du Kabyle, etc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, comme tu le dis très bien, Jamal Bessaïl, ça a été, ça sonnait fou. Comment ce type de haine de fla vient et veut nous aider? C'est louche, alors que là-bas,
on nous dit que tout le monde nous déteste là-bas, ce qui est évidemment faux. Mais c'est ce qu'on nous dit. Depuis notre enfance, on nous dit que dès que vous sortez de la Kabylie, tout le monde a une haine viscérale à votre rencontre. Donc, ça clochait et donc automatiquement, ils ont vu en eux, ça a déclenché peut-être une paranoïa, etc. Et donc, ils ont vu un ennemi. Et c'est cela, c'est qu'on alimente ce délire de persécution pour justifier l'idéologie et la maintenir là où elle est. Donc, et voilà le véritable parallèle entre le sionisme et le berbérisme. Oui, merci. Voilà, j'allais y arriver. Donc, ce côté de victimisation permanente, hein, donc voilà, c'est nous les victimes, c'est nous les victimes, on est les victimes de tout le monde. On est, enfin, en l'occurrence, là, le focus pour le berbérisme, on est victime des Arabes entre guillemets, hein, Ouais. de l'Algérie. Et en fait, voilà, c'est ce qui crée de la haine. Et puis ensuite, cette haine, elle est utilisée par les leaders, hein, donc les leaders sionistes d'un côté, on voit comment la société israélienne, c'est une société de monstres, hein, et Ouais. les leaders berbéristes de l'autre, on voit comment les berbéristes, hein, ces gens-là qui ont été endoctrinés par l'idéologie berbériste, alors c'est pas les Kabyles, hein, les berbéristes, c'est une minuscule proportion des Kabyles, hein, minuscule, minuscule, hein, donc voilà, on va pas mélanger les choses. Donc voilà, ces berbéristes-là, hein, qui ont complètement absorbé cette idéologie berbériste, eh ben, ils sont dans la projection de la haine au nom de la victimisation, comme s'ils auraient été victimes des Arabes, ce qui est ridicule, parce que les Arabes, en arrivant, ils nous ont pas massacrés, ils nous ont pas mis dans des grottes et puis ils nous ont pas enfumés, hein. Ils nous ont pas, enfin, ils ont pas semé la terreur dans les villages avant d'arriver déjà, hein, parce que ce qu'ils faisaient les Français, c'est qu'ils massacraient les villages et laissaient quelques survivants. Ils leur disaient, bon, tu vas au village suivant, tu leur racontes ce qu'on a fait. Hein, c'est comme ça qu'ils ont fait. C'est C'est pour exactement semer fait la les terreur. Israéliens aussi, d'ailleurs. Voilà. T'as rien dit. Voilà, c'est pour semer voilà, c'est ça la France, hein. Les Arabes, ils ont pas fait ça, hein. C'est vrai qu'il y a eu voilà, les Arabes, c'était des envahisseurs, hein, oui, mais ils ont pas fait le travail qu'a fait la France, hein, parce que si les Arabes avaient fait ce qu'avait fait la France, ben, en fait, les Kabyles, ils seraient soumis aux Arabes, ils seraient au service des Arabes. Les Kabyles, ils parleraient plus kabyle depuis longtemps. C'est vrai ou pas? Exactement. Etc., etc. C'est Voilà. ce que je dis d'ailleurs, quand on voit par exemple l'Inquisition en Espagne, après la chute, enfin ça débutait un peu avant la chute de Grenade, l'Inquisition, il y a eu une telle volonté de purger l'Espagne de l'islam et du judaïsme d'ailleurs qu'au bout de 4 siècles, il y avait plus, il y avait zéro musulman. Je veux dire, le retour des musulmans se fait depuis 50 ans. Il y avait zéro musulman en Espagne malgré 8 siècles de présence. Donc quand il y a une volonté d'effacer quelque chose, elle se fait. Si le berbère, si tous les parlers berbères, pas que le kabyle, d'ailleurs, Terbeli, Tchaoui, etc., si tous ces parlers ont survécu, c'est qu'il n'y a jamais eu de volonté de les effacer. Et d'ailleurs, les Arabes ne l'ont pas fait, même du Maghreb. L'assyrien existe encore, l'araméen est encore parlé en Syrie, le kurde, quoi que dise, le kurde est encore parlé en Irak, etc. Il y a eu, ça n'empêche rien ce qui s'est passé à Halab en 88, bien sûr, mais au-delà de cela, les Arabes, les premiers Arabes n'ont pas effacé cela. Mais moi, ce que je dis, encore une fois, ce qui est peut-être encore plus paradoxal, supposons, ayant une lecture très occidentale de l'arrivée des Arabes. Ils sont venus, ils ont massacré, ils ont violé, ils ont fait tout cela. C'est très étrange. 14 siècles après, on réanime cette haine. Je veux dire, si on regarde par exemple l'histoire de la Grande-Bretagne, les Vikings sont venus et les invasions vikings, elles, étaient d'une violence inouïe. C'était véritablement le pillage, le viol, les massacres, mais d'une violence. Mais aujourd'hui, vous dites à un Anglais, bon, tu vas détester les Norvégiens ou tu vas effacer les traces de la culture viking qui est présente en Angleterre. Ils vont rigoler, genre, on va en voir aux Vikings. Et ça fait 8 siècles, c'était même pas aussi longtemps. Donc, cette haine qui a été ranimée après 14 siècles, on sent bien qu'elle est artificielle et elle est très féroce quand on ressort. C'est-à-dire, même si on a une lecture aussi telle qu'elle est présentée, hein, oui, les Arabes sont venus, ils ont enfin bon, ça fait 14 siècles, on s'est mélangé, c'est fini tout ça, normalement. Et voilà que les gens continuent, certains nourrissent une haine viscérale et véritablement, et ça je le constate dans les commentaires par rapport à mes interventions, je le constate dans le parler, etc. Le mot arabe, quand il est prononcé
en Algérie auprès de certaines personnes, une certaine classe intellectuelle francophone, c'est brandir un chiffon rouge devant un taureau. Ça a ce même effet. C'est d'une virulence, c'est épidermique comme je ne pensais pas. On peut carrément dire israélien, etc. Dire, oui, bon, on va parler politique, etc. Mais le mot arabe déclenche une réaction d'une violence inouïe. Et ça, j'arrive vraiment pas à l'expliquer. C'est-à-dire, c'est le degré de formatage, je ne l'ai pas encore vu. Je ne l'ai vraiment vu nulle part. Je suis très impliquée dans les milieux où on débat de la colonisation, des crimes, du racisme, de l'esclavagisme, etc. Et il n'y a pas cette réaction aussi épidermique par rapport au mot arabe que je vois très, très souvent, trop souvent même en Algérie. C'est étrange, mais c'est comme ça. Oui, ben c'est encore une fois, c'est l'effet de 132 ans de colonisation brutale et brutale, pas qu'au niveau physique, encore une fois, hein. Donc le colonisateur, il est malin. Il sait qu'il faut qu'il tue le colonisé à l'intérieur. Quand il tue le colonisé à l'intérieur, ben, c'est ce qu'on voit, c'est ce que tu vois comme réaction. Quand on parle au colonisé de lui-même, eh ben, il a une réaction comme celle que tu vois, c'est parce qu'il a une haine pour lui-même, hein, d'accord? Une haine profonde pour lui-même que le colonisateur a semé, hein, et qui s'est poursuivi en fait au-delà des 132 ans, parce que il y a la colonisation, il y a l'indépendance qui est en réalité une première étape, mais c'est loin d'être fini. Après, il y a la néocolonisation. Il y a l'hégémonie. L'hégémonie, c'est vrai que la France, elle a été hégémonique par rapport à l'Algérie depuis l'indépendance. Hégémonie culturelle, économique à un certain degré, etc. Donc voilà, tout ça, ça fait son travail, ça continue à faire le travail du colonisateur. Ouais. Mais, sur ce point, d'ailleurs, j'aimerais aussi dire, cet effet-là, on en parle souvent quand on parle de berbérisme sur les populations berbères, mais d'une autre manière, il existe aussi dans les populations arabes. C'est ce complexe, c'est-à-dire que les Français, comme tu le dis, les Français ont mis ce germe comme ça dans l'esprit des gens. C'est ce que France Fanon a dit, on a libéré nos terres, mais pas nos esprits. C'est une phrase que je trouve formidable. Et donc, ils ont fait germer cette idée que l'arabe, l'arabité, etc., c'était la ruralité, la paysannerie. Donc, c'était un peu être plouc. Et donc, même les Arabes, même les populations des zones arabes ont intériorisé un peu ce complexe. Oui, Et alors, quand bien même ils sont assez critiques ou des berbéristes ou des francophones, je vais flouter un peu la ligne sur ce point, ils gardent quand même un complexe, ils gardent quand même cette idée que être francophone, c'est quand même être plus sophistiqué, être plus instruit, etc. C'est très pernicieux, c'est très bizarre parce qu'ils le combattent d'un côté, mais ils l'ont quand même intériorisé. Et on le voit. Je note notamment un des grands influenceurs qu'on voit un peu qui est dans la dissidence. Je pense qu'il est d'ailleurs en Grande-Bretagne et il s'exprime exclusivement en arabe et il dénigre énormément les populations arabes en leur disant, mais oui, mais de toute façon, voilà, il faut comprendre que le pouvoir, il favorise les Kabyles parce qu'eux, ils parlent français, eux, ils sont francophones, etc. Quand même, et il dit ça en arabe, il s'adresse à une population quasi exclusivement arabophone et plutôt arabe d'ailleurs, en leur disant, en leur infiltrant cette idée que, bah écoutez, oui, mais il faut comprendre quand même que ce sont les chouchous du système parce qu'ils sont francophones, donc ça fait d'eux quand même des gens plus sophistiqués, etc. Donc, hmm. donc on voit que ce germe français, il existe même dans les communautés arabes ou arabophones. Oui, alors malheureusement, des gens comme celui que tu cites, ben, en fait, ils ont un peu de réalité sur laquelle ils peuvent se raccrocher. C'est pour ça que leur discours, qui est un discours faux en réalité, mais ils se raccrochent sur un petit bout de réalité qui le renforce. C'est que la France, elle avait privilégié les Kabyles, c'est-à-dire au niveau de l'enseignement, de l'éducation, les populations kabyles étaient privilégiées par rapport au reste de l'Algérie. École républicaine, euh, Et beaucoup de Kabyles aujourd'hui font l'énorme erreur de croire qu'en fait, le fait que le niveau peut-être d'éducation est supérieur en Kabylie, c'est pas parce que les Kabyles sont supérieurs, c'est parce qu'ils ont eu des privilèges du temps de la France. Alors, ils étaient écrasés, ils étaient largement écrasés, les Kabyles, hein, c'était des indigènes.
hein, c'est des indigènes. Mais par rapport au reste de l'Algérie, ils avaient quand même un privilège. Ça, faut le reconnaître. C'est pour ça. C'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que le reste de l'Algérie, c'est parce qu'ils ont été privilégiés par le colonisateur. Hein, et ça, faut l'admettre. Et je n'ai pas vu beaucoup de Kabyles qui l'admettent. Hein, donc, des types comme ça, ils se raccrochent sur ce fait historique pour suggérer, enfin, je sais pas qu'est-ce qu'ils suggèrent exactement en fait, mais enfin, et c'est pour justifier peut-être. C'est pour justifier peut-être le fait que des Kabyles ont accès à certains jobs, peut-être, non? Bah, écoute, c'est par rapport à. Donc, il y a une rumeur qui circule qu'il y a une surreprésentation dans l'entreprise Sonatrach de recrues kabyles, donc. Et par rapport à ça, donc les gens ont signalé cela à ce monsieur pour lui dire, bon, voilà, Sonatrach extrait son pétrole de Hassi Messaoud qui se trouve à Ouergla. Et donc, à la limite, on imaginerait que ce serait plutôt les prioritaires seraient les employés de la région, ne serait-ce que pour certains, même les petits métiers, chauffeurs, cuisiniers, parce que c'est des compounds, etc. Et donc, apparemment, même à ce niveau-là, ils sont recrutés du Nord, je veux dire du Nord, pas spécifiquement de Kabylie, je ne sais pas. Donc, par rapport à cette donc, rumeur-là, et donc là, sa réponse a été, oui, oui, il faut comprendre, ils sont francophones, donc ils sont plus instruits, etc. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils sont préférés, qu'ils sont privilégiés pour le recrutement. Donc, voilà l'état d'esprit, en fait, c'est que cette francophonie euh, est perçue comme étant une émancipation. Et comme je l'ai dit, en fait, c'est très destructeur parce que la langue du secteur des hydrocarbures, comme des finances, etc., c'est l'anglais, c'est pas le français. Et ça nous a beaucoup limité justement notre sphère d'influence parce que nos dirigeants qui étaient exclusivement francophones avaient l'impression qu'ils étaient ouverts sur le monde et arrivaient à des conférences, etc., la communication était toujours très, très difficile et se limiter donc à la sphère francophone au lieu d'élargir leurs horizons. Donc, en fait, paradoxalement, les gens pensent que le français nous a ouvert des portes, mais en fait, compte, non, au contraire, il nous a limité notre sphère d'influence et il nous a maintenu, justement, comme l'a voulu la France, sous la coupe de la France. Donc, la France savait très, très bien ce qu'elle faisait. Et évidemment, quand la France investit des milliards dans la francophonie, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle sait très bien que c'est le meilleur moyen de maintenir son influence. Alors bon, le paradoxe ici, c'est que les gens vont dire, mais ouais, tu vois, vous êtes en train de vous exprimer en français. En effet, c'est précisément d'ailleurs pour être comprise par ces gens-là qui nous dirigent et pour les secouer un peu, pour les réveiller, pour dire, ben voilà, vous n'êtes pas dans la bonne voie. Donc, je vous parle la langue que vous comprenez. Oui, le français, ça nous permet de toucher le maximum de monde, aussi bien chez les colonisés que chez les, comment dire, les complices des colonisateurs, hein, Ouais. les traîtres, on pourrait dire. Alors, oui, concernant ce commentaire là sur la Sonatrach, ben, en fait, ce type-là, moi, je trouve lamentable que, voilà, donc là, on est plus de 60 ans après l'indépendance, hein. Donc là, toutes les générations qui travaillent aujourd'hui, c'est des générations qui ont été formées post-indépendance, hein. Donc le type, au lieu de critiquer le fait que peut-être, alors peut-être, je ne sais pas, même après l'indépendance, l'enseignement était meilleur en Kabylie, peut-être, je ne sais pas, hein, je suis pas sûr. Moi, je suis kabyle, mais j'ai grandi à Alger. J'ai toujours fait ma scolarité à Alger jusqu'à après le bac, hein, d'accord? Donc, voilà. Donc, c'était pas en Kabylie. Alors, à Alger, c'est vrai que c'est peut-être un peu privilégié aussi, hein, d'accord? Ouais. Mais voilà, il aurait dû, ce type, critiquer le fait que post-indépendance, il y a peut-être des écarts. Alors, soit c'est des écarts réels, hein, au niveau de la qualité de l'éducation, ou alors il y a autre chose. Si c'est pas ça, il y a autre chose. Et voilà, il y a un biais, il y a une préférence, une partialité pour les Kabyles, peut-être. C'est une hypothèse aussi, je ne sais pas, hein, d'accord? Et Et puis, voilà, c'est-à-dire c'est ça, comme c'est toujours dans le tabou, on n'arrive jamais à crever l'abcès et comprendre. Et peut-être que même voilà. c'est même pas vrai qu'ils sont surreprésentés. Voilà, à vrai Voilà, dire, je suis peut-être même que c'est pas. même pas vrai. Voilà, Voilà. Donc, c'est pas des chiffres. mais Hmm. comme on est toujours dans le flou et on ne parle pas, mais Voilà. par rapport à l'éducation en Kabylie, alors il y a un point intéressant parce que la Kabylie arrive pratiquement tous les ans première au bac. Dans les statistiques. Et là, encore une fois, il y a toujours un tabou et ça me dérange terriblement parce qu'il y a toujours soit comment on appelle ça, des rumeurs, oui, il bénéficie de la triche, ou alors
bon, on m'avait contacté une fois, c'était pour me dire que oui, les gens échangent les sujets ouvertement et personne ne dit rien parce qu'on a tellement peur des émeutes en Kabylie qu'on laisse faire, etc. Moi, ma théorie, c'est plutôt le découpage administratif favorise la Kabylie en ce sens où le découpage fait que les circonscriptions sont plus petites, donc il y a plus d'écoles par rapport à la population. Et donc, c'est des écoles beaucoup plus petites. Les élèves n'ont pas besoin de faire des kilomètres pour aller à l'école, c'est juste à côté. Donc, ils sont frais, ils ne sont pas fatigués, les écoles ne sont pas très remplies. Et donc, ça permet une meilleure éducation. C'est ma théorie. Je ne sais pas, je ne me suis pas tellement penchée là-dessus. Mais je me dis une chose, et là, c'est vraiment une faute de la part du gouvernement. On voit les statistiques, on se dit, bah, tiens, il y a quelque chose à reprendre ici, il y a quelque chose à étudier. Soit il y a en effet de la triche et on doit y remédier si c'est le cas. Si c'est pas le cas, si c'est véritablement qu'il y a quelque chose que les Kabyles font mieux, que dans les deux wilayas de la Kabylie, les Kabyles font mieux, ben, on va se pencher là-dessus, essayer de reproduire le schéma à l'échelle nationale. Mais il y a toujours ce flou et ce tabou dès qu'on parle de la Kabylie. Ben, il y a peut-être quelque chose qui se fait en Kabylie qui mérite d'être reproduite ailleurs, des petites écoles, des écoles qui sont plus proches du village et donc voilà, les élèves sont plus frais, etc. Plutôt que dans le Grand Sud où le malheureux il doit se réveiller à 5 heures du matin et marcher 10 kilomètres, il va arriver crevé, il va pas avoir envie de faire, aller à l'école, etc. Donc, c'est quelque chose à étudier plutôt que de toujours, dès qu'il s'agit de la Kabylie, on est un peu toujours dans le flou, dans le tabou, il faut rien dire, il faut jamais parler, etc. Et ça crée des deux côtés, en fait, ça crée des incompréhensions et ça crée ce climat malsain. Voilà, alors pour revenir rapidement à notre sujet principal, donc j'avais encore deux questions à te poser. Quels ont été les commentaires du MAC? Donc le MAC, c'est le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, hein. Donc c'est le mouvement politique qui représente le berbérisme, hein. C'est le principal mouvement politique qui représente le berbérisme, peut-être le seul d'ailleurs. Et alors, il est très marginal, hein, même chez les Kabyles, il est extrêmement marginal, sauf dans des fiefs comme ça, comme l'Alvaria Fiel, la Fielaten, où a été tué Jamal Ben Smaïn. Ça, c'est un fief du berbérisme, comme tu l'as déjà précisé, je me souviens. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde à l'Alvaria Fielaten est berbériste, hein, je ne suis pas en train de dire ça. C'est un fief, ça veut dire qu'il y a proportionnellement beaucoup plus de Historiquement, berbéristes c'est vrai que là-bas. c'est là où c'est un mouvement, c'est Hmm. quand même un terreau. Ouais. Voilà. Donc, première question, voilà, donc est-ce qu'il y a eu, quels ont été les commentaires du MAC? Est-ce qu'il y a eu des commentaires du MAC suite à l'horrible assassinat de Jamel Ben Smaïn? Et deuxième question, est-ce qu'il y a eu une expression de remords, c'est intéressant de savoir ça, des assassins? Est-ce que au moins certains parmi eux ont exprimé des remords qui paraîtraient sincères? Voilà. Alors, en réponse à la première question, je vais faire encore un parallèle avec le sionisme. Tu te souviens qu'après l'attaque sur l'hôpital Shifa au lendemain du 7 octobre, la première réaction, c'est pas nous, c'est le Hamas qui a détruit son propre hôpital. La réaction du MAC, c'est pas nous, on n'est pas associés, c'est le pouvoir qui l'a fait. Alors, personnellement, je ne pense pas que le MAC a commandité ce crime. C'est pas ma théorie du tout. Ce sont des militants certainement du MAC ou sympathisants des théories du MAC. Oui, ça c'est très clair. On voit bien que c'est le discours maquiste par excellence qui motivait ces gens-là. Maintenant, de là à dire que les instances du MAC ont commandité ça, non, moi, là, je suis pas du tout d'accord. Tenez, allez trouver un arabe et lâchez-le, non. C'est ça. Et c'est ce que je dis, c'est pour ça qu'il faut aller au fond de l'idéologie, parce qu'il fallait comprendre ce qui a motivé ces gens. C'est l'idéologie du MAC. C'est pas le MAC qui a commandité le meurtre, mais c'est son idéologie qui a fait que des jeunes hommes ont commis ce crime odieux. Donc, la réaction du MAC, ça a été tout simplement et de nier leur rôle et immédiatement et d'accuser le pouvoir d'avoir provoqué les incendies. Donc, perpétuer cette haine entre Alger et la Kabylie et dire aux Kabyles, voyez, ils vous détestent, bah, bon, voilà, c'est ça. Et dire aussi que c'était le pouvoir qui est derrière l'assassinat et le lynchage de Jamal Besmaïn. Donc, le déni total, classique. Ta seconde question, pardon, c'était... C'était, est-ce qu'il y a eu des assassins qui ont exprimé des Ah, remords? alors là, c'est voilà, très très bonne question. Absolument pas. Donc, à l'issue du procès, à l'issue de la condamnation, il y a eu, selon le rapport des journalistes qui ont couvert les événements, ils n'ont exprimé ni remords, ils
ils n'ont pas fait de déclaration dans ce sens, ils ont revu, etc. Et à la condamnation, quand ils ont été écroués, qu'on les a pris en prison, ils ont été applaudis et il y a eu des you-you dans les salles. C'est-à-dire, il y a eu de la part de leurs proches des expressions de soutien. Et beaucoup dans les milieux berbéristes, on floute un peu pour faire croire que ce sont des militants. C'est-à-dire, le procès, au lieu d'être un procès pour ce crime crapuleux, monstrueux, c'est en fait un procès politique. Donc, on a presque voulu les présenter comme des prisonniers politiques. Et comme je l'ai dit, donc à l'issue de la condamnation, il y a eu des expressions de soutien et de la foule, on les a applaudis, etc., comme si c'était en fait des héros. Donc on voit bien qu'il n'y a eu aucun remords, ni de la part des condamnés, ni même de ceux de leurs proches qui auraient pu dire non, là ils ont quand même, ils ont sacrément, ils ont dérapé. Non, c'était un déni total des responsabilités. Très bien, merci Hafsa pour ces éclairages. En tout cas, oui, donc ceux qui pensent que le berbérisme, c'est un mouvement innocent, ils ont qu'à regarder ce que font les Israéliens aux Palestiniens pour savoir ce sur quoi va déboucher le berbérisme si on le laisse comme ça, sans le combattre, hein, si on le laisse se propager sans le combattre. Bon, on passe aux news. Est-ce que tu avais des news en particulier à aborder, Hafsa? Bah écoute, c'est le coming out. Ils sont sortis du placard, les Israéliens, pour dire que ça y est, c'est bon, ils veulent leur grand Israël. Ils s'en cachent même plus. C'est ça, c'est bon. Et de toute façon, ils ont vu la passivité des États voisins. Alors bah, pourquoi se gêner? Et bah, ce qui retient l'attention, c'est même pas ça, parce qu'à la limite, ça, c'était prévisible. De toute façon, ça a été clairement articulé par le passé. Et au vu de l'entourage de Netanyahou, ça, c'est vraiment son ambition. Je pense qu'il veut rester dans l'histoire comme celui qui aura recréé le Grand Israël, c'est clair. Mais c'est les réactions d'une passivité époustouflante de la part des pays arabes qui sont concernés, parce que maintenant, on n'est même plus dans... C'est même plus une question de la Palestine, on va au-delà de la Palestine, parce que le projet du Grand Israël inclut une partie de l'Égypte, une partie la Jordanie, une partie de la Syrie, une partie de l'Arabie Saoudite. Donc, cette passivité face à l'annonce de cette colonisation, et, elle est expliquée et inexplicable. Je ne comprends pas. Là, et je l'ai dit de toute façon très très tôt après le début de ce génocide, que le silence des États et des dirigeants arabes c'était pas une passivité, c'est une complicité. Parce que je pars du principe que les Israéliens ont un peu tâté le terrain au tout début. Ils pensaient qu'il y aurait des conséquences, des ruptures de contrat, des rappels d'ambassadeurs, des conséquences tangibles par rapport à leur économie, etc. Pas du côté européen, parce que les Européens ils sont acquis à leur cause, mais au moins du côté arabe, parce qu'ils ont fait un grand branle-bas de combat par rapport aux accords d'Abraham. Il y a eu zéro réaction. Les pays arabes qui ont signé les accords d'Abraham ont continué comme si de rien n'était. Et donc maintenant, ils continuent, ils vont au-delà, même jusqu'à leur dire, bah, écoutez, là, on va venir carrément. Bah, maintenant, finalement, comme vous êtes d'accord avec nous, on a décidé qu'on allait même prendre une part de votre territoire. Et là encore, il y a une passivité. Donc, là, on n'est plus dans la passivité, là, on est dans une complicité active et reconnue de ces dirigeants arabes avec l'État sioniste, tout simplement. Voilà, très bien. On va essayer d'avancer vite parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Alors oui, pour rebondir sur ce que tu dis très rapidement, le gouvernement libanais, hein, ces derniers jours, a émis l'idée de désarmer le Hezbollah, hein. Donc ça montre un petit peu où est-ce qu'on en est. On pourra en parler une autre fois plus précisément. Alors moi, je pense que quand même, c'est vrai que à l'extérieur d'Israël, notamment dans les pays arabes, c'est vrai que la bataille est perdue, hein, la bataille est perdue, mais à l'intérieur d'Israël, quand même, Israël perd la bataille, hein, d'accord? C'est Israël qui perd la bataille à l'intérieur d'Israël, alors qu'à l'extérieur, on pourrait voir que c'est vrai que c'est le monde, on pourrait dire, qui perd la bataille, et Israël en tout cas, dans le discours,
à remporter la bataille. Pourquoi? Parce que, alors je signalais la semaine dernière qu'il y avait deux importantes organisations israéliennes qui ont sorti un rapport pour admettre clairement que c'est un génocide. Hein. Donc, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mesurer l'état des choses à chaque instant. Et ça, c'est un domino important qui est tombé avec ce rapport qui était produit par ces deux organisations. Et là, en fait, c'était au début du mois, hein, donc c'était il y a peut-être 1 ou 2 semaines. Il y a David Grossman, qui est apparemment le plus grand romancier israélien, dont le fils a été tué dans un tank lors de l'invasion du Liban en 2006. Eh ben, il a désigné lui aussi l'attaque sur Gaza comme un génocide. Hein. Donc on voit qu'à l'intérieur d'Israël, les dominos tombent. Hein. C'est pas rien ça, hein, c'est pas rien, parce qu'il y a d'un côté le discours de Netanyahou, mais Netanyahou, il ne faut pas oublier, lui, il est en train d'essayer de projeter une réalité qui n'existe pas. C'est pour poursuivre le conflit, parce que dès que le conflit s'arrête, lui, il va être jugé, condamné, mis en prison pendant très très longtemps. Hein, d'accord? Donc voilà, donc il y a le discours de Netanyahou, et puis il y a la réalité. Et la réalité, c'est ça, hein, c'est ces dominos qui tombent et qui vont tôt ou tard faire tomber l'État israélien. Parce qu'une fois que la société israélienne sera à force comme ça de recevoir des coups, hein, en interne surtout, hein, ben, elle va finir par laisser tomber, hein, surtout avec un fou comme Netanyahou au pouvoir. Hein. Donc, ils seront tellement déchirés à un certain moment qu'ils devront se résigner au fait que le projet sioniste ne se fera pas et chacun devra rentrer chez lui en Europe et aux États-Unis et en Russie. Voilà. Oui, alors un autre fait important, je ne vais pas trop m'attarder parce qu'on a un peu dépassé au niveau de l'heure, mais le régime égyptien panique. Hein, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, Hassan, mais il y a eu une fuite d'une conf call entre le ministre des Affaires étrangères égyptien et puis ses subordonnés, notamment son subordonné aux Pays-Bas, qui est en charge, je crois, de la sécurité de l'ambassade des Pays-Bas. Tu sais, enfin, les gens savent peut-être qu'il y a un activiste égyptien, il y a environ 1 semaine, pour protester contre la complicité du gouvernement égyptien avec Israël et puis voilà, la famine à Gaza, etc. Et bien, il a verrouillé, il a mis un cadenas ou comment dire, un truc équivalent à un cadenas pour fermer, pour fermer la barrière de l'ambassade, pour enfermer l'ambassade en fait, hein, pour leur faire subir, bon, c'est pas exactement la même chose, mais pour leur faire subir un peu le traitement que subissent les Gazaouis, parce que c'est vrai que l'Égypte pourrait permettre aux Gazaouis de... Elle vient de signer un accord gazier très important, c'est ça, c'est le pire. Oui, Donc, oui, oui, bah oui, voilà. Mais en c'était fait, encore actif, c'est ça. alors ce qui est intéressant dans cette fuite, dans cette vidéo qui a fuité, je mets le lien ici, c'est que on voit vraiment le vrai visage des élites, des élites égyptiennes et on voit que le type, hein, donc ministère des Affaires étrangères, il est paniqué et il alterne entre menaces en disant voilà, si vous ne protégez pas correctement l'ambassade, il faut empêcher les gens de venir mettre des cadenas sur la barrière, c'est inadmissible, ça nous fait passer pour des idiots devant le monde entier, etc. Il faut les attraper avant, et puis il faut les maltraiter, il faut les tabasser, puis il faut même les traîner à l'intérieur de l'ambassade. Hein. Donc il alterne entre ça, donc menace, et puis aussi récompense. Ceux qui vont bien se comporter parmi vous, qui vont rattraper tous ces activistes et tout, je leur promets de les muter dans un endroit formidable. Hein. Donc voilà un petit peu comment ils Voilà. gouvernent ces La gens-là. répression et encourager la délation, vraiment Voilà, les deux. la carotte et le bâton, mais le niveau le plus bas qui soit, hein, d'accord? Voilà. Et puis aussi, il a promis protection vis-à-vis de la loi. Hein, donc, il leur a dit, vous pouvez tabasser tous ces activistes, on va vous protéger vis-à-vis de la loi donc néerlandaise Ouais. aux Pays-Bas, et puis dans d'autres pays, parce qu'il y a d'autres ambassades apparemment égyptiennes qui sont touchées par le même phénomène. Donc, cet activiste-là, il a donné une très bonne idée à plein d'autres gens ailleurs. Et puis, ouais, ce qui est dangereux, ce qui va embêter, je pense, le Pays-Bas et puis d'autres pays dans lesquels il y a des ambassades, enfin, d'autres pays qui ont des ambassades égyptiennes, enfin, des ambassades en Égypte. Hein. Il a dit en répercussion par rapport au laisser-aller, ce qu'il considère être un laisser-aller des Pays-Bas, qui n'interviennent apparemment pas suffisamment, selon lui, pour arrêter ces activistes, pour les empêcher de faire ces actes sur l'ambassade égyptienne aux Pays-Bas. En fait, en répercussion, il menace d'alléger la sécurité de l'ambassade des Pays-Bas au Caire, ce qui est très grave. Hein, ce qui est, en quelque sorte, Une menace. voilà, il menace et puis il encourage des actes. Voilà un petit peu le niveau de ce type, hein, ministère des Affaires étrangères d'Égypte.
Et puis voilà. Et puis voilà. On voit bien, c'est entre les lignes, mais on voit bien. Regardez la vidéo. Donc j'ai mis le lien. On voit bien que le type il est terrorisé parce qu'en fait ça met l'Égypte, comme ils disent en anglais, on the spot. Hein. Ça met l'Égypte sur le devant de la scène. Sa complicité notamment, sa complicité, parce que jusque-là, l'Égypte est un petit peu en retrait. Hein. Mais là, les gens en ont marre. Il y a des gens qui en ont marre. Ils mettent l'Égypte vraiment sur le devant de la scène, des Égyptiens notamment, hein, qui en ont marre que leur pays soit complice avec le régime. Et ça fait chaud au cœur en même temps, parce que ça nous rappelle quand même que voilà, il y a quand même une distinction à faire entre ces dirigeants corrompus Voilà, et vendus et la population qui, elle, reste très fidèle à la cause palestinienne. voilà, tout à fait. Voilà, très bien. Sinon, il y avait d'autres. Oui, la dernière news très rapidement. Donc là, il y a une rencontre entre Trump et Poutine il y a quelques heures. Elle s'est terminée il y a quelques heures. Là, on a enregistré le samedi matin en Alaska. Alors, atmosphère chaleureuse entre les deux leaders. J'ai vu la conférence de presse, hein, donc j'ai noté certains éléments. Alors, Poutine, qu'est-ce qu'il a dit? Négociation constructive, utile. Nous sommes des voisins proches. C'est vrai qu'ils sont proches. Hein. Il a Alaska, oui. précisé qu'il n'y a que 4 kilomètres en réalité entre les États-Unis et l'Alaska, hein, via le nord. Il a fait des rappels historiques hein, sur voilà, les éléments communs, notamment en Alaska, qui était un territoire russe qui a été vendu aux États-Unis. Il faut aller au-delà de la confrontation vers le dialogue. Hein, donc ça, c'est ce que préconise Poutine. Ce que vit la nation d'Ukraine, avec laquelle nous partageons les mêmes racines, est une tragédie pour nous, les Russes. C'est pourquoi nous sommes intéressés à y mettre fin. Hein. Alors ça, on pourra élaborer, on n'a pas le temps ici, mais on pourra y revenir. Hein. C'est vrai que Poutine et puis les Russes de manière générale, ils ont une affinité avec le peuple ukrainien. Hein. Et Évidemment. n'oublions pas que l'opération spéciale, qui n'était pas une guerre, hein, parce que ce qu'ils auraient pu faire les Russes, c'est faire comme les Occidentaux, raser complètement l'Ukraine, la bombarder et la raser. C'est ce que font les Occidentaux. Alors que là, ce n'était pas une guerre, c'était une opération spéciale avec comme objectif la démilitarisation et la dénazification. Démilitarisation, pourquoi? Parce que l'Ukraine, depuis 2014, faisait un génocide voilà, et un nettoyage ethnique au Donbass, hein, ça ne faut pas l'oublier. Et puis et puis il y a aussi le côté OTAN, hein, parce que l'Occident Oui, surtout. voulait voilà, faire de l'Ukraine un membre de l'OTAN, ce qui aurait été très grave, sachant qu'il y a déjà beaucoup trop de missiles à la frontière, de missiles occidentaux à la frontière russe. Et puis la dénazification, ça c'était le deuxième objectif de l'opération spéciale russe, dénazification, parce que voilà, c'est vrai que c'est des nazis ou des pro-nazis. Hein. Zelensky, je ne sais pas s'il est nazi lui-même, je ne pense pas, mais il est pro-nazi, en tout cas, il s'est entouré de nazis. Donc voilà, c'était ça les deux objectifs. Donc c'était l'ennemi, la Russie, c'est pas le peuple ukrainien, bien au contraire. Bon, voilà, donc c'était une annonce qui n'est pas surprenante du tout. Pour cela, il faut éliminer les causes racines du problème en prenant en considération les besoins légitimes de la Russie, hein, notamment vis-à-vis de l'OTAN, et de réinstaurer les barrières de sécurité justes en Europe et dans le monde. Hein. La sécurité de l'Ukraine, comme l'a demandé le président, devra être également assurée. Hein. Là, il parlait de Trump, hein, qui apparemment est d'accord que, voilà, ils sont tous les deux d'accord sur le fait que la sécurité de l'Ukraine doit être assurée. Bon, évidemment. Alors, ça va avoir des répercussions derrière, je pense, en termes pour en faire un territoire neutre. Je pense que c'est ce qu'il suggère Poutine, c'est pour faire de l'Ukraine un territoire neutre. Hein, ni à la main de la Russie, ni à la main de l'Occident, hein, de l'OTAN. Voilà, nous espérons que Kiev, donc là, voilà, c'est un signal au gouvernement ukrainien et les capitales européennes vont percevoir cela de façon constructive. Donc, cette réunion-là qu'ils viennent d'avoir, et ils ne vont pas saboter le travail. Voilà. Nous devons tourner la page et entamer une coopération entre la Russie et les États-Unis. Voilà un petit peu ce qu'a dit Poutine. Et Trump, ce qu'il a dit, je résume, nous sommes d'accord sur la majorité des points, mais il n'y aura pas d'accord tant qu'il n'y a pas d'accord. Ça, c'est la manière de parler de Trump. Je vais appeler l'OTAN et Zelensky. Donc là, il a dit qu'il allait appeler. Bon, là, c'est pour donner des ordres, espérant, hein, espérant qu'il ne va pas se faire influencer, parce qu'encore une fois, Trump, c'est un idiot. Hein, il est influençable, c'est un idiot. Voilà. Et ils devront donner leur accord. Hein, voilà. Donc là, ça c'est bien. Il a dit ils devront donner leur accord. Donc ça suggère qu'il a envie de leur mettre la pression dessus. Et hein, il peut les écraser comme des mouches, parce que voilà, lui, c'est le président des États-Unis. Eux, c'est son toutou et le toutou des États-Unis. Et globalement, nous avons eu une réunion extrêmement productive. Voilà, c'est ce qu'a dit Trump. Et puis Poutine, à la fin, il a proposé de faire la prochaine réunion à Moscou. Et Trump, bon, apparemment, il est d'accord, mais il a dit ça va me créer des emmerdes parce que c'est vrai que par rapport aux médias états-uniens, ils vont le Déjà qu'il est critiquer. perçu comme un pion de Moscou, alors là, Voilà, ouais, mais ouais. Alors le Russiagate, on va y revenir. Hein, il y a eu des développements sur le Russiagate, mais on n'a pas le temps d'en parler ici. Juste pour finir, 2 minutes.
avant cette réunion-là entre Poutine et Trump, l'Union européenne a émis des exigences, bien sûr, hein, même s'ils n'étaient pas invités à la table. Et en fait, à la limite, ils ont fait que jeter de l'huile sur le feu, mais ils ont émis des exigences quand même. Alors, c'est quoi ces exigences? Ça va être très intéressant à entendre. Pas de, enfin, ils ont demandé un cessez-le-feu. Ah, très intéressant, hein. Dans le cas de Gaza, ils ont mis, je crois, un an ou un peu plus d'un an pour demander un cessez-le-feu. Là, ils ont demandé un cessez-le-feu tout de suite. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est la Russie qui est en train de C'est remporter des la blancs. bataille. Non, c'est Voilà. aussi des blancs au début. C'est des Oui, oui, blancs mais, comme nous, donc on oui, se oui, mais, doit devoir. Voilà. oui, mais attention, c'est des sous-blancs. Les Ukrainiens, ils sont Oui. vus comme une catégorie inférieure. Oui, oui. Je suis pas sûr que. Alors, en apparence, oui, c'est des blancs, mais en réalité, parce que c'est une catégorie sociale, il ne faut pas oublier blanc, hein, c'est pas une catégorie biologique. Donc, Non, mais c'est-à-dire, ça avait été ça avait circulé le journaliste des CNN qui avait dit, mais vous imaginez, c'est des blancs aux yeux bleus comme nous. oui, C'est pas oui, comme mais les gens du Moyen-Orient. C'est-à-dire, c'est dans l'esprit de l'occidental moyen, c'est quand même les nôtres. Voilà, ouais. c'est ça. Alors, je crois que c'était sur une chaîne française, hein, je crois. C'était pas Non, CNN. non, il y a eu aussi sur CNN, hein. Il y Ah oui, avait de d'accord. toute Ok. façon. Et même le ministre aussi de Zelensky avait dit, quand il a Oui. fait appel aux Européens, en leur disant, mais vous imaginez, on est comme vous, nous, on a des yeux bleus et tout, alors que lui, il a une tête d'ailleurs. Voilà. Oui, Ça, mais, c'est oui, une ironie. oui, mais attention, parce qu'il y a de l'instrumentalisation. Ils utilisent les Ukrainiens sans vraiment y croire. Donc, ils disent, ouais, attention, il faut les protéger. Mais en fait, c'est juste pour taper sur la Russie. Mais en fait, rien Évidemment. n'affiche. Regarde, il y a eu peut-être 400 000 morts, 400 000 Ukrainiens qui ont été envoyés à la mort, hein, par Zelensky et les Européens et les États-Unis, en tout cas Biden et puis en partie Trump. Donc voilà, il demande un cessez-le-feu. Pourquoi? Essentiellement, c'est parce que la Russie, comme je disais il y a une semaine, la Russie est en train de... Enfin, les lignes de défense de l'armée ukrainienne sont en train de s'effondrer devant l'avancée de l'armée russe. Ils sont en train d'avancer à un rythme incroyable. Donc c'est là, ils sont en train de paniquer. Ils veulent tout de suite un cessez-le-feu. On arrête, on frise tout. Voilà, hein, c'est pour ça. Pas de soulagement des sanctions contre la Russie. Hein, bon, ça, c'est intéressant. Alors, en fait, ils ont fait quasiment même basse sur les actifs russes, hein, les Européens, les Occidentaux. Ah oui. Mais c'est toujours des opérations de rapine, hein. C'est toujours comme ça. Avec Voilà, la Libye, avec l'Irak, on en profite exactement. pour Exactement. Voilà. dépouiller les pays. Voilà. Voilà. Mais les voleurs, c'est toujours les autres. Ouais. Euh, L'Iran aussi, alors, après la révolution. exactement, exactement. Troisième exigence, très intéressant, la Russie doit payer des dommages à hauteur de entre 500 milliards et 1000 milliards de dollars, hein. Alors, quand on leur parle de dommages suite à la colonisation, donc là, c'était une guerre ça fait quoi, 4 ans, 4 ans et quelques, hein. Euh, voilà, une guerre de 4 ans et quelques, ils veulent des dommages entre 500 milliards et 1000 milliards. Quand on leur parle de dommages par rapport à la colonisation qui, des fois, a dépassé un siècle, ils ne veulent pas en entendre parler. C'est vrai ou pas? Voilà, donc ça, Non? c'est souligné Move on. Oui, c'est bon, c'est fini, c'est le passé, etc. voilà, voilà, c'est passé tout ça, hein. Ils veulent que l'Ukraine rejoigne l'UE et l'OTAN. Bon, ça, c'est que du discours parce qu'eux-mêmes, ils veulent pas de l'Ukraine. D'accord, c'est que du discours. Et que la Russie retourne les prisonniers de guerre et les enfants enlevés. En fait, c'est des enfants qu'ils ont sauvés, hein. Les Russes, ils ont extrait de la zone de guerre pour les emmener en Russie où ils sont très bien, ces enfants. Mais le narratif occidental a transformé ça en kidnapping de pauvres enfants russes. Alors, ils ne disent pas ce qu'ils en ont fait derrière les Russes, parce qu'en fait, ils sont très bien, ces enfants-là. Hein, ils sont pris en charge et tout, ils vont à l'école et tout. Et puis Voilà. beaucoup sont des zones russophones aussi, du Donbass, donc ils ont Oui, été oui, récupérés oui. par les Mais, Russes. mais, mais, mais peut-être qu'ils ont même sauvé des enfants qui n'étaient pas. Parce qu'en fait, ils ne sont pas comme ça, les Russes, hein. Ils sont pas tordus comme les Occidentaux. En tout cas, voilà, je pensais que c'était intéressant de souligner ces points-là, hein, ces exigences de l'Union européenne pour souligner leur hypocrisie. Hein. Donc, fais ce que je dis parce que je fais. Voilà, fais ce que je dis parce que je fais. Et puis, les règles qui s'appliquent aux autres ne s'appliquent pas à eux-mêmes, hein. Bon, très bien. Voilà, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, Hafsa, avant qu'on... Non, non, je pense qu'on a quand même tout couvert. Ça a été voilà, encore une semaine riche en événements. Je pense qu'on a fait, Ouais, on s'est concentré sur l'essentiel, donc c'est bon. ouais, voilà, ouais, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à ajouter, mais on va en parler la prochaine fois ou les prochaines fois. Très bien. Alors, je rappelle aux gens qu'il faut voilà, vous abonner. Vous êtes très, très peu à regarder les vidéos par rapport à ceux qui sont réellement abonnés, hein. Vous êtes, je crois, 3% à être abonnés, hein, quelque chose dans le genre, entre 3 et 4%. Donc, pensez à vous abonner parce que
parce que YouTube, des fois, il ne fait pas la promotion de nos vidéos, hein. Quand on dit des gros mots comme bon, je vais pas les dire parce que sinon il va se censurer encore. Mais la femme de Macron, enfin le mari de Macron, ben, si on dit voilà, si on dit trop son nom et puis des trucs comme ça, hop, et il arrête de promouvoir les vidéos, hein. Donc voilà, pensez à vous abonner, comme ça vous aurez les notifications systématiquement. Vous activez la cloche. Et puis mettez des likes aussi, ça permet de promouvoir la vidéo. Et mettez aussi des commentaires, hein. Moi, je réponds au maximum de commentaires, quasiment tous, hein, quand c'est justifié, hein. Donc, il y a des gens qui font des commentaires, comme par exemple Justice Vérité 7194, hein, qui a fait beaucoup de commentaires. Mais merci, en tout cas, j'ai répondu. Et on a eu une petite discussion aussi dans les commentaires. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord, hein, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, on ne va pas censurer les commentaires, voilà, tant qu'ils sont voilà, respectueux, donc il n'y a pas de. Voilà, hein, d'accord. Mais voilà, vous pouvez être en désaccord, il n'y a pas de souci. En tout cas, ben, merci Hafsa pour tes éclairages et on se revoit donc dans une semaine pour parler de la suite de l'actualité qui aura certainement d'ici là, que je pense que ça sera tout aussi intéressant que ce qui vient de se passer dans cette semaine-là. Absolument.